mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi ci ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, merci de suivre votre émission Objection. Aujourd'hui, nous avons un immense plaisir de recevoir un éminent professeur, d'abord pour 3 raisons. La première, professeur, c'est votre amour pour les sciences juridiques. Deuxième raison, c'est votre passion pour l'enseignement. Et troisième raison, votre engagement et combat pour la justice. C'est un plaisir, Alioune Badara Fall, de vous recevoir à Objection pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes professeur des universités, agrégé de droit public à Bordeaux en France, également membre du LAM, du Conseil de laboratoire Les Afriques dans le monde. Vous êtes également un professeur associé à l'Institut catholique de Vendée. Vous êtes un ancien directeur du CEDRADI. CEDRADI, c'est un centre de recherche et de développement. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie, M. Baye. Merci. C'est un plaisir, professeur. Merci encore une fois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, professeur Alioune Badara Fall, alors dites-nous cette distinction universitaire reçue samedi dernier par vos pairs à travers les mélanges, qui est une distinction universitaire. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Une très grande fierté. Et puis un grand plaisir, vraiment, parce que je crois que toute personne qui travaille dans un domaine donné et qui, au bout de ce travail, se voit récompensée par ses pairs, je crois qu'il n'y a pas meilleur prix qu'on peut recevoir dans la vie. Et c'est ce que mes collègues de l'Université de Saint-Louis, de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, de la Faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop, et puis mes collègues de l'Université de Bordeaux m'ont donné, m'ont permis d'avoir. Devant ma famille, devant mes collègues, devant mes amis et des étudiants et beaucoup de personnes qui étaient venues justement participer à cette cérémonie qui m'a beaucoup fait plaisir. Dans une université où j'ai fait mes études, je ne pensais pas que j'aurais eu cet honneur ici. Voilà. Oui, une grande distinction. Mais alors, dites-nous, que retenez-vous de votre parcours académique et de vos contributions dans le champ du droit international et du droit public sénégalais? Il y a beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses, parce que c'est un parcours qui a commencé à l'Université de Dakar et qui s'est poursuivi à l'Université de Bordeaux. Et donc en France, c'est autant de contacts avec les étudiants que j'aime beaucoup, parce que c'est ça l'enseignement aussi. C'est le contact et l'amour que vous avez avec les étudiants. C'est aussi beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction, des nombreuses disciplines que j'ai eu à enseigner et qui m'ont ouvert le monde. Qu'il s'agit du droit constitutionnel, qu'il s'agit du droit administratif, du droit international ou des relations internationales. J'ai eu à ouvrir les yeux sur beaucoup de phénomènes. C'est une richesse énorme. Je crois que c'est une richesse qui dépasse toutes les autres richesses, notamment matérielles. Et c'est pour ça que votre question me plaît, parce que je peux vous dire que je suis heureux aujourd'hui, après avoir parcouru autant d'années dans ces différents domaines dont je vous ai parlé. Dans l'espace universitaire, dans l'espace universitaire. Mais alors, comment percevez-vous le rôle de l'université dans le débat public? Ce qui me plaît à dire, c'est qu'on oublie souvent que l'université est un lieu de savoir. Et quand on parle de savoir, on ne peut pas le garder avec soi, on doit le diffuser. Donc l'université, normalement, est un domaine où la recherche est faite, recherche pour aboutir à des résultats dans tel ou tel domaine, et des résultats qui doivent servir dans tous les domaines. Si c'est en médecine, c'est des résultats qui doivent donner lieu à des solutions pour soigner les gens. Si c'est en droit, c'est peut-être des solutions aussi. C'est à l'heure des épidémies. Voilà, par exemple. Si c'est en science, c'est pour trouver certains phénomènes, pour trouver des solutions à certains phénomènes qui se posent à l'homme. Et si c'est en droit, pour ne pas citer toutes les disciplines, eh bien, c'est pour trouver des solutions et même améliorer les relations entre les individus, entre eux, et peut-être aussi entre les individus et la sphère étatique, ou la puissance étatique, qui est quand même la puissance la plus grande
dans une société. Et comment percevez-vous cette transmission du savoir ou des savoirs, surtout dans un contexte de bouleversements sociaux, mais également économiques, au Sénégal comme à travers le monde? Bon, vous savez, vous avez appris il n'y a pas longtemps que Trump a fermé les universités. C'est ça. Alors ça, c'est quand même quelque chose de grave. On ne ferme pas une université pour des raisons fallacieuses ou politiques, en tout cas. Eh bien, aujourd'hui, je crois que l'université, elle doit réfléchir sur elle-même. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dit que les étudiants aussi doivent réfléchir sur eux-mêmes. Ce que j'observe, c'est que quand j'étais étudiant ici, on n'avait pas du tout la même perception des choses. Et sans remettre en cause l'étudiant tel qu'il apparaît aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une autre dimension. Un étudiant, dans une société, il était reconnu très vite, même par son habillement et par sa réflexion, sa place dans la société. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'étudiant, quelles qu'en soient les causes, descend un peu bas, ne se valorise pas lui-même, ne sait pas qu'il est étudiant. Un étudiant, c'est quelqu'un qui, dans une société, a une place qui n'est pas celle des autres. De manière humble, hein, il doit aller faire ses études, donner des exemples à la société. Il doit être un modèle. Un modèle. Même s'il revendique pour ses biens, pour protéger ses biens matériels et moraux, comme on dit, il doit quand même être un modèle. Et je ne suis pas sûr que parfois il se comporte de cette façon. C'est pas bien perçu pour vous? Parfois, non. Par l'étudiant et son rapport avec la société également. Son rapport avec la société, mais d'abord avec les enseignants. Quand j'ai vu un étudiant arracher le micro de son professeur, j'étais ébahi. Bon, ça, c'est le rapport entre le professeur et l'étudiant. Ce n'est pas toujours... Je trouve que ce n'est pas courtois. Mais par rapport à la société aussi, l'étudiant, comme vous dites, doit être un modèle. Il doit montrer le bon exemple par rapport à sa famille, mais par rapport aussi à son entourage. Surtout que pour l'essentiel des étudiants, l'État a dû investir. Avez-vous l'impression que le retour sur investissement a été bien rendu par l'étudiant? Je pense que si, quand même, parce qu'une fois qu'il sort de l'université, je pense que son problème, bon, d'abord, c'est de chercher du travail, mais je pense que ce retour-là, il le donne quand même. Mais là, tout dépend aussi des relations qu'il avait avec son environnement, avec l'État, est-ce qu'il était boursier, etc., etc. Alors, parlons à présent, pour rappeler que c'est Alioune Badara Fall, professeur de droit public, agrégé des universités, professeur, l'actualité juridico-politique aujourd'hui. Vous avez suivi l'actualité. D'abord, parlons justement de cette mise en examen de l'ancien président Macky Sall aujourd'hui qui fait débat. Vous avez suivi ces avocats qui ont organisé une conférence de presse, qui ont parlé de rapports cachés au lieu de dettes cachées soulevées par les présentes autorités sénégalaises. Oui, avec le recul, comment analysez-vous cette mise en examen annoncée par le pouvoir en place? Alors, dans tous les pays du monde, il y a une disposition dans les constitutions concernant la responsabilité du président de la République, du chef de l'État. J'ai même rappelé que cette haute trahison, c'est le terme, existait au XIIIe siècle en Grande-Bretagne par rapport au roi. Et dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Burkina Faso, au Brésil, ou au Niger, Afrique du Sud, cette disposition existe. Mais c'est la disposition la plus floue que j'ai jamais vue. Parce qu'elle est floue. Elle est floue, pourquoi? Parce qu'elle dépend du contenu qu'on lui donne. Et chaque pays aussi donne ce contenu selon les circonstances du moment, selon les acteurs, selon les conditions dans lesquelles la personne visée a évolué. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui se passe au Sénégal parce que pour ne rien vous cacher, je n'ai vraiment pas beaucoup suivi ce que les avocats ont dit, mais les avocats, leur rôle, c'est de défendre leurs clients. Mais tout ce que je sais, c'est que la haute trahison existe au Sénégal dans les dispositions, qu'elle n'est pas bien définie, mais en France, elle ne l'était pas, je l'ai rappelé aussi. En France, jusqu'en 2007, c'était une disposition très vague. Et c'est en 2007 qu'on a essayé de redéfinir la notion en ouvrant de manière encore plus large le champ en disant que le président peut être mis devant la haute cour de justice, peut être condamné pour haute cour de justice en cas de manquement grave par rapport au mandat qu'il est en train d'exercer. Donc, chaque pays essaie d'adapter sa définition
selon son pays. C'est un problème de souveraineté. Ça ne dépend pas des dispositions internationales. Et en France, on a suivi avec l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné. Oui. 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 Qu'en est-il pour le Sénégal aujourd'hui? Il n'y a pas un pays qui n'a pas prévu une disposition de ce genre. Maintenant, si les acteurs politiques du moment décident d'utiliser la notion de haute trahison ou la procédure de haute trahison pour traduire l'ancien président sénégalais, on ne peut rien dire. Sauf que ce sont les acteurs qui ont décidé de le faire. Voyons voir. Mais dans tous les pays, comme en France, nous avons tous observé pendant des années des enquêtes menées par les juges, etc., etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas la trahison, c'est au niveau pénal qu'il a été. Mais voilà, donc nous observerons, nous aussi, en tant que juristes, de manière très détachée, on va regarder où va cette procédure, quelles sont les raisons et comment, justement, quels sont les arguments qui vont être avancés. Apparemment, vous avez remis en cause les rédacteurs ou les inspirateurs de nos constitutions. Justement, quelque part, à travers les vides laissés ça et là, oui, qui est responsable finalement? Le rédacteur, l'inspirateur ou même les constituants ou le politique en question? C'est toujours le constituant qui est responsable. Le constituant, c'est celui qui met en place la Constitution. C'est lui qui rédige la Constitution. Le rédacteur. Bon, voilà. C'est lui qui propose un texte dans lequel toutes les dispositions, article par article, dans les domaines différents de la vie politique, selon des procédures qui varient aussi selon les pays. Et c'est cette Constitution qui doit être le document qui règle le jeu politique, le jeu des institutions, les relations entre les organes, etc. Maintenant, si cette Constitution contient des dispositions qui ne sont pas claires, encore une fois, c'est le juge constitutionnel qui vient clarifier cette disposition. Voilà. Mais dans tous les pays aussi, les textes ne sont pas toujours très clairs. Justement, vous avez suivi le débat sur le nombre d'années, justement la limitation du mandat et tout ça, ce que cela a donné finalement. Quelque part aussi, ça pose problème. Justement, prolongé avec cette loi interprétative sur l'amnistie, par exemple, constitutionnelle. Vous avez également suivi ce débat, mais également, professeur Alioune Badara Fall, les violences survenues dans la période 2021-2024. Les enquêtes sont en cours aujourd'hui. Sur le principe, plus de 80 Sénégalais sont tombés. À travers les enquêtes, nous serons édifiés. Mais vous, en tant que professeur, quelle est votre opinion? Alors, vous savez, moi, il y a eu la loi interprétative, effectivement, concernant l'amnistie. On connaît aussi dans quelles conditions cette amnistie a été votée. Mais je vais me placer au-dessus de tout cela. Je ne vous cache pas, je suis gay, qu'il m'arrive de penser la nuit en dormant, au lit, à une dame qui a perdu son enfant et qui est seule dans sa chambre. Il n'y a personne. Est-ce qu'on peut réfléchir et se dire que cette dame va subir les conséquences d'une controverse sur telle ou telle disposition et ne point voir une réparation, ne serait-ce que morale, pour ce qu'elle a subi? Et c'est pourquoi je dépasse les questions d'amnistie, de loi interprétative, pour me dire que l'éthique, le droit et l'éthique, c'est ça sur le domaine sur lequel je travaille, que le droit et l'éthique devraient permettre qu'on réfléchisse sur la manière de soulager les populations ou les parents ou cette dame qui a perdu ses enfants. 80 personnes, vous avez dit. Ce n'est pas normal que des enfants, plus de 80 personnes, 82, voilà, pour des raisons de manifestation, mais c'est la police qui mène les enquêtes, c'est le juge qui mène les enquêtes. Normalement, quand la Constitution prévoit le droit à la marche, ceux qui marchent ne doivent pas être victimes de violence ni d'actes, je dirais, mortels. Donc, il faut que la justice fasse son travail à ce niveau-là. Mais je pense que, au-delà de ces discussions, on doit réfléchir sur la façon dont on doit apaiser la société, la réparation. Et je ne vous cache pas que j'ai travaillé là-dessus, sur la question de la responsabilité, de la réparation, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la responsabilité de l'État, notamment sur la responsabilité du fait des actes de police. Mais le droit français a été transposé au Sénégal et
dans ce cadre-là, nous avons à peu près exactement les règles de la responsabilité du fait des actes de police dans le code des obligations de l'administration au Sénégal. Et je peux même vous dire qu'il y a des cas où le juge a condamné les policiers qui ont commis des fautes à l'égard des étudiants, par exemple, lorsqu'ils ont débarqué dans le au pavillon A et qu'ils ont saccagé les... etc. Donc, il ne peut pas... On ne peut pas ne pas pouvoir envisager une hypothèse de responsabilité du fait des actes de police. Mais faudrait-il que les enquêtes menées et que le juge lui-même détermine qui est responsable, qui n'est pas responsable. C'est un impératif. Absolument, pour qu'une société... Catégorique, dites-vous. Absolument. Dans un contexte, professeur Alioune Badara Fall, où de plus en plus, vous le constatez certainement, où vous m'en direz, la défiance, justement, des Sénégalais vis-à-vis de la justice. Quelque part, où vous situez cette responsabilité quelque part? Comment vous l'entendez? Et quelle compréhension doit-on en avoir lorsque le Sénégalais devient méfiant par rapport à sa propre justice? Mais il faut qu'il renoue avec sa justice. Dans un pays où la population défie la justice, dans un pays où la population n'apprécie pas la justice, je pense qu'il faut faire quelque chose. Elle-même doit faire quelque chose. La justice, je ne peux pas en parler parce que je pense que les magistrats expriment leurs besoins d'indépendance, expriment leurs besoins dans le travail. Donc je pense que la conciliation entre la population et la justice, je ne pense pas que cela puisse poser problème. Vous savez, j'ai un ami qui avait écrit au Burkina Faso il y a longtemps qu'à Ouagadougou, quand un citoyen passe devant le palais de justice, il change de trottoir. C'était pour montrer que la population burkinabé, à l'époque de Sankara, n'appréciait pas la justice. Je n'en sais rien. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas au Sénégal seulement que ce cas se pose. La justice a souvent des problèmes avec les particuliers. Et surtout à l'issue d'une crise comme celle qu'on a connue, moi je vois que depuis quelques mois, il y a eu une demande forte de la population vis-à-vis de sa justice. Ils demandent justement qu'on répare les préjudices subis par les... Se poserait-il la question de la responsabilité et à qui l'imputerez-vous? Mais vous savez, quand je vous ai parlé de la responsabilité, elle est difficile. Hein? En matière de responsabilité, en tout cas dans mon domaine, le droit administratif, il y a ce qu'on appelle la responsabilité pour faute de service, pour ne pas faire un cours, parce que ce n'est pas ça le but. C'est quand la faute n'incombe, on ne sait pas qui est à la base de la faute. C'est un service qui a très mal fonctionné. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Alors là, on désigne l'agent. Et c'est là où ça se... Voilà. Est-ce que... Ben voilà, les enquêtes vont nous édifier sur les personnes qui ont donné des ordres, sur des personnes qui ont tiré sur les enfants, etc. Et là, c'est une responsabilité personnelle. Individuelle qui peut être réalisée. On ne rentre pas dans la définition de la responsabilité des fautes personnelles, fautes personnelles, mais il y a cette distinction qui sera faite. Ce qui veut dire qu'on peut indemniser sans même identifier une personne sur la faute, simplement sur la base d'une faute de service. On est même allé jusqu'à la responsabilité, jusqu'à aboutir à la responsabilité sans faute, fondée sur le risque. C'est-à-dire, et là c'est très intéressant de le préciser, que en matière de responsabilité, cette jurisprudence existe ici, je vous dis, on peut engager la responsabilité de l'État sans savoir qui a fait la faute, mais le simple fait d'utiliser des armes dangereuses peut engager la responsabilité de l'État, du fait des activités de police. Alors même qu'on ne sait pas qui a tiré, qui a été à l'origine de du dommage subi par le particulier. Voilà. Il faut faire confiance à la justice. Dans un pays, je pense qu'il faut faire confiance à sa justice. Si on ne fait pas confiance à la justice, eh bien, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à grand chose. C'est clair. Et justement, professeur, toujours dans cette même dynamique, et à votre avis, dites-nous quelles sont les priorités pour renforcer l'état de droit dans un pays comme le Sénégal? Quelles doivent être les priorités? Alors, moi, de l'extérieur, je regarde le Sénégal. Et parfois, je vois que les gens ont un regard très noir sur le fonctionnement des institutions, sur notre démocratie. Il ne faut pas que nous sous-estimions notre pays. Regardez dans la sous-région, nous sommes le seul pays stable. Les institutions fonctionnent, les organes
public fonctionne. Le gouvernement déroule. Oui. En tout cas, exerce sa fonction de gouvernement. Oui. Les députés se réunissent à l'Assemblée pour voter des lois et les juges ont des affaires sur lesquelles ils se prononcent. Donc, nous avons une stabilité politique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je pense qu'il y a des... Dans tout système politique, il faut améliorer. La gouvernance démocratique, par exemple? La gouvernance démocratique, mais par exemple, là, vous avez des appareils de contrôle. Hein, mais il faut les laisser contrôler et puis accepter les décisions qu'ils ont prises et puis les appliquer. Il y a d'autres mesures qu'on peut prendre sur le respect des élections. Je ne parle pas que du Sénégal, le respect des élections, le respect des droits tels qu'ils figurent dans la Constitution, les droits et libertés fondamentaux. Mais cela, c'est le juge aussi, en dernier ressort, qui va surveiller et qui va appliquer les décisions qu'il faut en cas de manquement, que ce soit de la part du Parlement ou de l'Assemblée, une sanction qui viendrait alors du Conseil constitutionnel, ou alors une sanction qui viendrait du gouvernement si telle ou telle personne ou tel organe n'aura pas rempli sa fonction. Alors justement, entre légitimité populaire et légalité institutionnelle, comment trancher ces deux? Alors d'abord, il faut les définir, si vous voulez que je vous réponde. Bien sûr, allons-y. Alors, la légalité, elle est différente de la légitimité parce qu'elles ne sont pas sur le même champ. Un gouvernement qui est élu est un gouvernement légal. Un maire qui est élu est un maire légal. Un président de la République qui est élu est un président légal. Mais comment concilier ces deux exigences démocratiques? Légitimité. Oui, légitimité populaire et légalité institutionnelle. Une fois qu'il est élu légalement, il peut être d'une grande popularité au niveau de ses citoyens. C'est ça la légitimité. C'est le fait qu'il soit accepté dans la grande majorité de la population. Il est accepté comme étant le chef de l'État, par exemple. Mais la légitimité et la légalité peuvent être concomitantes, peuvent aller de pair. Mais à un moment donné, la légitimité peut prendre le pas sur la légalité. C'est-à-dire que celui qui est élu peut ne plus être aimé par la population, détesté par la population. Je donne le cas de Hollande en France. Je n'aime pas du tout donner des exemples en France. Surtout le cas français, parce que j'aime pas trop cela. Mais Hollande a fait un mandat. Avant même son mandat, sa population lui a dit de ne pas se représenter. Il ne l'aimait plus. Il ne représentait plus. Généralement, ce sont les sondages qui nous les montrent. Ils vous disent par exemple que Macron aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce qu'il est légitime? Il est élu, mais il n'est plus légitime parce que il y a 28% ou 25% de la population, je ne sais plus, qui accepte qu'il soit président. Donc, il y a une légitimité qui a disparu. Maintenant, comment concilier la légalité et la légitimité? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème parce que ce n'est pas conciliable toujours. Il faut nécessairement laisser celui qui est élu finir son mandat, même s'il n'est pas légitime. Voilà. Même s'il n'est pas légitime, son mandat, qui est justement de 5 ans par exemple, c'est un mandat légal de 5 ans. Et c'est tout le problème de coup d'État dont vous m'avez parlé tout à l'heure, et sur lequel on reviendra. Et il faut un primat de la légalité sur la légitimité alors? La légalité, elle est là. Même si la personne ne respecte pas les engagements qu'elle avait pris durant la campagne électorale, cette personne a un mandat de 5 ans. Ça aussi, c'est une des vertus de la démocratie. Il faut attendre que les 5 ans finissent pour voter contre lui ou voter pour un autre candidat. La légalité, on ne devrait pas la toucher. On ne doit pas la toucher parce que c'est prévu par la Constitution. C'est un principe. C'est un principe fondamental. Sa légitimité peut décroître. C'est pas pour cette raison qu'il faut le démettre. Et attendre lors d'échéances électorales. Voilà. Et c'est ça l'esprit de l'alternance. Et c'est l'alternance qui, justement, là, est le moteur de la démocratie. Alors, parlons maintenant, évoquons cette question de la gouvernance. Nous sommes dans un contexte de reddition des comptes, professeur Alioune Badara Fall. Comment appréciez-vous, justement, cette dynamique en cours au Sénégal où la machine judiciaire est en branle? C'est normal aussi dans un pays où il y a des lois. S'il y a des lois qui répriment des détournements de pouvoir ou en tout cas des pratiques de ce genre qui sont contre l'intérêt général, si les dispositions existent et que les autorités judiciaires décident de faire des poursuites, mais je ne vois pas le problème. Mais justement, la question ici, on voit de plus en plus de grandes personnalités être interpellées, justement, et au bout, on voit
Oui, le problème ou la grosse problématique du cautionnement également. Oui, à ce niveau, quel constat de votre part? Alors, c'est différent. Oui. Vous me posez la question si on peut les poursuivre ou pas. Oui. Pour moi, Oui. toute poursuite engagée par la justice, a priori, est normale. Oui. Parce que certainement, c'est une poursuite qui est justifiée par des cas où il y a des suspicions sur l'utilisation de l'argent, des deniers publics, comme vous l'avez dit. Oui. Ça, c'est une chose. Maintenant, le cautionnement, si le droit pénal, moi je ne suis pas spécialiste de droit pénal, si le droit pénal estime que quelqu'un qui a donné sa caution peut être libéré, ce n'est pas mon domaine. Il n'y a pas de problème. Ah ben non. Oui. Si le juge estime qu'il peut le libérer parce qu'il a donné une caution, moi je ne vois pas où est le problème non plus. Pour moi, quand il y a la reddition des comptes, comme vous dites, il ne faut pas qu'il y ait la moindre ombre politique dans cette poursuite. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important. Les juges doivent appliquer la loi. Et la loi ne veut pas, justement, qu'on poursuive quelqu'un, non pas pour ce qu'il a fait ou les soupçons qui pèsent sur lui, mais parce que simplement c'est un acteur politique. Je crois qu'une démocratie n'a pas besoin de cela. Oui, dans un pays en développement comme le nôtre, de plus en plus se pose la problématique de la gouvernance avec des questions de blanchiment d'argent, corruption par-ci. Oui, des pays qui ont du mal à décoller sur le plan économique et parallèlement, vous entendez des questions de reddition des comptes à coût de milliards, professeur Alioune Badara Fall. Quelle interprétation en faites-vous? Il est clair que l'impunité doit cesser dans un pays, quel que soit le pays, sous-développé ou développé. Il se trouve, vous l'avez dit, nous sommes un pays sous-développé. Il n'est pas normal que les acteurs qui tiennent les rênes de l'État, qui ont des deniers, qui gèrent des deniers publics, qui doivent exécuter des opérations pour l'intérêt général. Quand je dis l'intérêt général, c'est la construction d'hôpitaux, de routes, etc., de construction d'écoles, le bien-être, pour finir, le bien-être de l'individu. Eh bien, si ces personnes commettent des actes contraires à cet intérêt général et contraires aux lois, il n'y a aucune raison qu'on ne les poursuive pas. Moi, je suis de ceux qui estiment que l'impunité doit cesser. L'impunité doit cesser dans nos pays. Aucun individu, aucun acteur ne doit échapper à la loi, et à la limite à la punition du juge, si seulement il est montré qu'il est coupable de malversation ou de pratiques contraires à l'intérêt général. À l'intérêt général des mutations géopolitiques. Cette fois-ci, nous parlons des mutations géopolitiques en Afrique. Alors, l'Afrique connaît de profonds bouleversements, une pleine recomposition sur le plan politique comme sur le plan sécuritaire. Alors, comment les juristes comme vous doivent-ils aborder cette nouvelle ère géopolitique? D'abord, c'est une ère qui est interne, avant d'être géopolitique. Est-ce que les États africains ont réussi leur pari depuis 1960? Depuis 1960, on cherche le développement économique, l'unité nationale. Aujourd'hui, le résultat n'est pas... Et on parle de souveraineté. C'est pas souveraineté, oui, si on veut. Mais ces pays sont en proie à d'énormes difficultés politiques, qu'est-ce qui économiques. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un État qui n'est pas toujours un État. Nous avons des problèmes de frontières qui ne sont pas définis correctement, en tout cas qui ne sont pas respectés tels qu'on les a connus. Je ne sais pas si on a le temps, mais vous savez, les frontières ont été définies depuis 1963. Et les frontières, elles ont été discutées. Certains voulaient qu'on remette en cause les frontières qui étaient dessinées au gré des puissances. D'autres ont dit non, il ne faut pas y toucher. C'est le fameux principe de l'intangibilité des frontières. On les a gardées. Aujourd'hui, certains disent, mais ce sont ces frontières-là qui ont divisé nos populations qui constituent la cause. Donc, ne serait-ce qu'en regardant ces problèmes de frontières, on se rend compte que les objectifs qui étaient fixés avant ne sont pas remplis. Nous avons passé de la période de parti unique, qui a duré longtemps, à la période des années 90, où on a parlé de multipartisme. C'est un échec total. Donc, dans nos États même, il y a une instabilité politique. Il n'y a pas véritablement de bonne gouvernance, une bonne gouvernance. Il n'y a pas véritablement une démocratie. De manière
ramassé, je dis bien. Mais dans ces conditions, Oui. pensez-vous qu'au niveau géopolitique dans la région, les choses vont marcher? Eh bien, je ne suis pas sûr. Et justement, maintenant, je viens dans le champ géopolitique, Oui. et je me rends compte que les principes de l'Organisation de l'Unité africaine non plus ne sont pas atteints. Ah. C'était quoi? C'était l'unité, c'était le panafricanisme. Parfois même on parle d'État fédéral, mais rien n'est fait. Le résultat, c'est que c'est une Afrique de l'Ouest qui se disloque. Ah, de plus en plus. Qui se disloque parce que les choses ne sont pas les mêmes, ne sont pas vues de la même façon par les États. Vous avez vu le Burkina, Oui. le Mali, Le Niger. le Niger. Oui. Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs que le Sénégal? Réponse. Le Togo? Pas du tout. Parce que justement, ils n'ont pas le même schéma. Le Sénégal est dans une situation de démocratie, entre guillemets. C'est un pays qui est considéré comme démocratique. Alors que les autres pays sont considérés comme non démocratiques parce qu'ils ont procédé à un coup d'État. Oui, par rapport justement à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, contestation, on assiste à des coups d'État, contestation et ce que vous constatez comme désordre, faudrait-il aller vers une redéfinition du contrat social africain? C'est très difficile. Peut-être que c'est l'objectif. On peut revenir sur les objectifs qui avaient été tracés pour une Afrique développée, pour une Afrique unie, etc. etc. Forcément, il faut y aller. Mais dans quelles conditions il faut y aller? Est-ce que ce sont les organisations régionales comme la CEDEAO qui vont amener les États autour d'une table pour voir quel est l'objectif qu'il faut viser, qu'il faut atteindre pour l'ensemble de ces pays, pour les populations, etc. Je ne sais pas. Et pour quelle place? Quelle place pour ces organisations sous-régionales et régionales? Mais ces organisations CEDEAO, Union africaine. sont décriées. Sont décriées parce que si vous faites l'historique des actions de ces organisations, vous verrez que de plus en plus, ce sont des organisations qui sont décriées, qui sont décrédibilisées. Et en commençant par certains dirigeants politiques, vous l'avez vu, ce n'est pas la peine que nous y revienne, mais que ce soit le Burkina, le Mali, et puis le Niger, on a bien vu que la CEDEAO a passé de très 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 mauvais moments et même accusé d'avoir été infiltré entre guillemets par la France qui les avait amenés, et comment appréciez-vous, les avait invités à intervenir. Oui. Comment appréciez-vous que ces pays s'émancipent du modèle occidental, par exemple? Vous avez parlé du Niger, du Burkina et du Mali. Quelle appréciation sur justement cette décision de ces pays de s'émanciper du modèle européen? Bon, il faut bien analyser la situation de la manière suivante. Oui. Moi, je suis juriste. Oui. Et je pense que quand nous sommes dans une démocratie, le coup d'État est banni. C'est clair. Alors donc, si ces pays ont... Même si ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre si vous voulez, pour les populations en tout cas. Parce que, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, on voit que dans les pays où il y a eu des coups d'État, les populations applaudissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime qui a fait l'objet d'un coup d'État, qui est déchu, était considéré par les populations comme un mauvais régime. S'ils applaudissent les putschistes, les militaires en général, c'est que, entre guillemets, ils n'en pouvaient plus de ce régime, que ce soit au niveau des libertés ou en matière économique. Le problème, c'est que ces applaudissements-là, ce n'est pas pour qu'ils restent au pouvoir. Ils les applaudissent parce qu'ils les ont libérés d'une situation extrêmement difficile. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont libérés, les putschistes restent en place. Mais ce n'est plus du tout constitutionnel. On n'est plus dans la légalité. Non seulement ils restent au pouvoir, au lieu d'organiser très rapidement des élections libres pour que le pouvoir civil revienne justement à la tête de l'État, non seulement ils restent, mais ils prolongent même leur mandat. C'est ce qu'on a vu au Mali récemment et avant le Burkina. C'est ça le problème. Moi, je ne peux pas dire que l'unité africaine, ou en tout cas l'Union africaine, ou tout ce que vous voulez, ou l'avenir du continent africain, pourra être l'unité africaine pourra être réussie s'il y a autant de désordre dans les régimes politiques et autant de visions et de positions différentes. Est-ce une opportunité ou un risque pour le droit africain finalement? Qu'est-ce que c'est que le droit africain? Est-ce que le droit africain il est unique? Est-ce qu'il est uni? Je ne suis pas sûr. Mon idée est que nous sommes très différents
on parle de démocratie qui est un Oui. concept Oui. qu'il faut appliquer partout. Oui. Mais ce concept, il évolue selon les États avec leurs problèmes philosophiques, Les leurs problèmes réalités. religieux, voilà. Si Les vous voulez, les réalités, réalités africaines. oui. Mais Justement, est-ce que... forcément, Oui. les pays ne vont pas aller n'ont pas le même degré de démocratie, ni ne vont aller dans le même sens tout le temps. Parce qu'ils ne sont pas sur un pied. Faudrait-il adapter l'enseignement pour revoir le droit africain et l'adapter à votre... Je crois que, Oui. vous savez, il ne faut pas rejeter tout ce qui est extérieur. Il ne faut pas rejeter tout ce qui vient de l'extérieur parce que il peut y avoir du bon. Mais nous devons revenir aux sources. Oui. Nous devons revenir, je l'ai dit souvent aussi, à nos valeurs. Nous devons remettre en place notre enseignement par rapport à beaucoup de contraintes et de paramètres. Par exemple, on parle de population, de nation. La nation. La nation est un terme, je dirais même, plus occidental. C'est un terme occidental. On ne parle pas de peuple. Dans les constitutions, on ne parle pas de peuple. Or, la nation telle qu'on l'a introduite dans nos pays en Afrique est un concept qui a évolué, comme par exemple en France, mais de manière lente, difficile, ayant des connotations philosophiques, culturelles, religieuses, etc. Est-ce qu'on peut transposer cette notion de nation dans nos constitutions, alors même par exemple qu'on sait que l'ethnie est très forte dans la communauté? Et on plaque la nation qui... La nation, c'est un concept qui est tellement englobant, qui ne montre pas la réalité des choses, alors que les ethnies sont là. Certains même ont pensé qu'il faudrait peut-être revenir à l'ethnie pour voir comment on peut évoluer dans nos sociétés. Vous voyez comme c'est complexe. À tort ou à raison? Ils ont peut-être raison, mais moi je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse revenir à l'ethnie, parce que c'est encore plus complexe, comme ceux qui disaient qu'il faut revenir aux frontières. Je pense que nous sommes partis pour travailler pour un avenir pour nos sociétés. Et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont dit, mais il faut continuer dans le sillon tracé par l'Organisation de l'Unité africaine. On laisse nos frontières telles quelles et on va essayer de travailler là-dessus. Malheureusement, je suis pessimiste et c'est ça que je viens de vous dire. Cette notion de nation transposée a éclaté. Vous l'avez vu, elle n'a pas marché. La nation, à mon avis, n'est pas celle qu'on espérait avoir. Alors parlons des enjeux géopolitiques, mais surtout des enjeux mondiaux et justement du droit international. Professeur Alioune Badara Fall, dans un contexte de rivalité entre grandes puissances, je parlais des États-Unis, je parlais de la Russie, mais aussi de la Chine et surtout de l'Europe, quelle marge de manœuvre disposeraient les pays africains aujourd'hui? Il faut qu'ils soient conscients de ce qui leur arrive aujourd'hui. C'est quoi? Ma théorie est celle-ci, et je la répète depuis très longtemps. L'Afrique a connu des moments, des temps forts. Oui. Le premier temps fort, c'est l'indépendance. La première rupture. Elle est forte, l'indépendance. Comme je viens de vous le dire, cette indépendance s'est très mal passée parce qu'elle a été marquée pendant des années par le parti unique. Ce n'était pas ça. Le parti unique, grosso modo, était adopté pour éviter des dispersions au niveau de l'État qui devait se reconstituer justement à partir de ses frontières artificielles. Il fallait un pouvoir fort, un seul parti politique qui rassemble les forces, d'accord, et qui va vers le développement. Ça a été un échec. On a vu les dictatures qui sont nées après. Deuxième rupture, 1989-90, avec les nouvelles politiques de démocratisation des systèmes politiques. Pluralisme politique. Alors, on ouvre aux élections libres, transparentes. Aujourd'hui encore, en 2025, je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr que dans nos pays, nous avons atteint le degré suprême, en tout cas. Avec justement, c'est à quoi nous assistons. Vous avez vu au Cameroun, Paul Biya encore qui remporte les élections. Vous verrez dans pas longtemps avec les élections en octobre en Côte d'Ivoire, avec Ouattara encore. Il y a peut-être des réussites ici et là, mais de manière générale, c'est un échec. Et troisième situation, troisième rupture, laquelle c'est celle que nous vivons. Laquelle? Celle qui est mondiale. Pourquoi mondiale? Parce que tout le monde est confronté à un problème majeur, c'est la chute des valeurs démocratiques, économiques, etc. Je me limite
à l'Occident, Oui. c'est une décadence Carrément. démocratique. Mm. Je vous dis qu'en Occident, la théorie qui a toujours fondé Oui. la démocratie, la théorie de la démocratie représentative est remise en cause. Oui. Celle même que nous avons enseignée à nos étudiants africains. Oui. Elle est en décadence. Mm. Les populations européennes Mhm. ne veulent plus de cette démocratie. Mm. Même aux États-Unis, quand Trump disait America First, en s'adressant aux populations, c'est pour faire disparaître les élites comme Clinton, etc. Et les populations ont adhéré, ont voté pour lui. Mais Trump, c'est qui? Trump, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui remet en cause tous les principes que nous avions connus depuis la fin de la Deuxième Guerre C'est mondiale. clair. Le multilatéralisme, le respect des droits de l'homme, la solidarité, Mm. etc., etc., le respect des minorités. Il n'a rien respecté et pourtant il a été élu. Ouais. Ah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment un individu qui remet en cause les droits, les principes universels tels qu'on les a eus en 1945 avec la Charte des Nations Unies peut être élu par une population? On dit que c'est la souveraineté. Pour moi, il y a un problème entre souveraineté, démocratie et élection. C'est clair. Je ne rentre pas dedans. Mm. Bon, vous avez vu en Europe, ce qu'on appelle les illibéraux, ce sont les partis qui ont refusé cette démocratie représentative. Et je le rappelle toujours, les Gilets jaunes ont déclenché ce processus de dire nous ne voulons plus être représentés à l'Assemblée. La démocratie représentative ne nous intéresse plus. Nous voulons nous diriger nous-mêmes. C'est la faillite même des parlements, c'est la faillite des représentants. Aux États-Unis, Biden a tenté de sauver la situation. Il a été réélu. Mais ça n'a rien réglé. Avec l'arrivée de Trump, oui. En Europe, nous vivons cette situation de remise en cause du système. Autrement dit, la démocratie telle qu'on nous l'a enseignée en Afrique depuis longtemps doit être remise en cause. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a une crise. Alors, du coup, moi, je demande aux Africains ceci. On m'a posé la question. Oui. Face à cette situation-là, mais on doit se chercher, nous. On doit voir. Alors, si ces modèles qu'on nous a enseignés pendant des années, on voit qu'il a des limites, mais que devons-nous faire? C'est de réfléchir sur nous-mêmes et voir comment nous, je dis bien que le concept est universel, on peut parler de démocratie, pas à l'africaine parce que ça n'existe pas, mais comment faire de telle manière que nos systèmes fonctionnent autrement que celui qu'on voit, d'une manière différente que celle que nous voyons actuellement dans le monde. C'est la place de l'Afrique que vous avez posée. Et cette place, c'est l'Afrique qui doit la chercher elle-même, par son modèle de développement, par son modèle politique, de gouvernance politique, donc, etc., etc. Autrement dit, de projet de société. Et ça, c'est le moment. Si on ne le fait pas, les autres pays occidentaux sont en train de le faire. L'autre jour, j'ai discuté avec un ami et je lui ai dit, mais ce qui m'étonne, c'est que actuellement, en Europe, ils savent très bien qu'ils sont en crise. Les partis politiques, ils réfléchissent. Moi, parfois, mes étudiants, ils réfléchissent. Quand j'interviens dans les cours, dans les conférences, ils réfléchissent sur la façon de sortir de cette crise. Mais ici, quand je viens, je n'entends personne parler de l'Afrique pour sortir de cette crise. Alors, je me dis qu'il y a un déficit de réflexion, d'anticipation sur ce crise, de projection. Il est temps que nous réfléchissions sur ce qui va se passer en Afrique, quels sont les objectifs que nous avons, quels sont nos moyens, quelles sont nos ressources. Et pour moi, il y a énormément de potentialité humaine, économique, de valeurs aussi. Revenons aux valeurs. Revenons aux valeurs. Donnons à l'enfant de 4 ans la possibilité de lever le drapeau à l'école, comme on le faisait à l'époque, une fois par semaine, etc., etc. Pour le formater, pour qu'il comprenne son pays, qu'il ait des valeurs, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, elle n'est pas la même que la liberté d'aller et venir, d'opinion, etc. En France, c'est pas la même chose, parce que nous avons des valeurs ici. On ne peut pas transposer une liberté publique comme celle d'aller et venir, liberté d'opinion, liberté d'expression. Vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas la transposer de manière abstraite et l'appliquer au Sénégal sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres qui jouent forcément. C'est cette réflexion que moi je pense qu'il faut faire. Et bien justement, dans la même foulée avec justement l'exemple, les modèles ne manquent pas. On parle de Amadou Mokhtar Mbow et beaucoup d'autres pour justement l'offrir en modèle à la nouvelle génération. Et certainement, les prochains jours, nous édifierons avec l'agenda qui est proposé et justement les curricula qu'on doit démontrer à travers justement l'école
faudrait aller vers une nouvelle école, celle-là, typiquement sénégalaise ou africaine? Oui, mais vous m'avez posé la question auparavant, et c'est cela. Eh bien, l'enseignement, il faut le modifier par rapport à notre histoire, par rapport à nos hommes. Vous avez parlé d'Amadou Mahtar Mbow. Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres qui ont porté l'Afrique très haut, ou alors qui ont des valeurs, qui ont écrit, qui ont parlé. Mais pourquoi on n'enseigne pas tout cela aux enfants? Dans tous les pays du monde, que ce soit au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, les enfants connaissent leur pays. Ils connaissent l'histoire de leur pays. Ils connaissent les hommes de leur pays. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France? Enfin, au Sénégal, excusez-moi. Est-ce que les jeunes Sénégalais aujourd'hui connaissent les grands hommes de notre histoire, connaissent les grands écrivains littéraires ou historiens, etc. Est-ce qu'ils les connaissent? Je ne suis pas sûr. Alors, je pense qu'il faudrait reprendre notre enseignement. Parfois même, on parle de langue nationale qu'il faut introduire davantage. Donc, beaucoup de propositions sont faites dans le sens d'un retour sur nous-mêmes. Mais il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir, mais vraiment avec beaucoup de calme, de sérénité. Et voilà. Mais justement, la question avec le droit international, vous l'enseignez? Oui, justement, le droit international que vous avez longuement enseigné, professeur Alioune Badara Fall, reste-t-il encore, ce droit international, un instrument efficace de régulation face aux crises contemporaines? Je parlais de l'Ukraine, je parlais justement de la Palestine également, mais du Sahel et même du climat, Alioune Badara Fall. Absolument. Tout ce que vous venez de dire montre que nous sommes dans une véritable crise du droit international. Et je ne vous cache pas que parfois, quand j'interviens dans les amphithéâtres en matière de droit international, je suis un peu gêné. Pourquoi? Je vous ai parlé de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec de nouvelles valeurs. Vous savez quoi? La Deuxième Guerre mondiale a vu un projet extraordinaire, celui de faire disparaître une race, les Juifs, par Hitler. On sort de là, on pose beaucoup de problèmes, beaucoup de principes dans la Charte des Nations Unies, dans les résolutions, pour que plus jamais une telle guerre, plus jamais une telle haine ne puisse naître dans les relations entre les États. Le principe de non-recours à la force dans les relations internationales est un principe fort posé dans la Charte des Nations Unies. Il y avait les deux blocs, Est-Ouest, donc une certaine stabilité. Ils se regardaient en chaîne de faïence. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus cet équilibre assuré par les deux blocs. Il n'y a plus non plus de leadership. Quand l'URSS a disparu en 89, les États-Unis se sont érigés en gendarmes. Ils ont estimé qu'ils pouvaient régler le monde entier par la force, etc., etc. Mais sans aller trop loin, on a bien vu l'échec. Les Américains ont voulu faire même l'axe du mal, une sorte de guerre sainte. Quand Bush avait dit que l'axe le plus dangereux, c'est l'Afghanistan jusqu'en Somalie, en voulant accélérer, est allé aux Nations Unies pour demander au Conseil de sécurité de voter une résolution contre l'Irak, accusé de construire des armes à destruction massive, ce qui était faux. Mais finalement, les États-Unis ont renoncé à être les gendarmes du monde. Et ce sont ces mêmes personnes qu'on a voulu sauver en 1945 qui sont en train de faire la même chose à l'encontre de la population palestinienne. L'URSS a disparu. On a pensé que c'est terminé. Non, la Russie est là et montre sa force en annexant la Crimée d'abord, après l'Ukraine. Finalement, l'usage de la force, ou si vous voulez, les politiques étatiques, individuelles, constituent aujourd'hui la règle, la paix et la force du droit international, l'exception. Mais justement, la question, professeur Alioune Badara Fall, quel regard portez-vous sur le rôle des Nations Unies aujourd'hui? Réforme nécessaire ou institution dépassée? Les réformes sont préconisées depuis très longtemps, et notamment des réformes sur le fonctionnement du Conseil de sécurité. Il y a 5 grands membres du Conseil de sécurité. Faut-il
inviter les pays dits nucléaires? Est-ce qu'il faut éliminer le droit de veto, qui avait une fonction quand même, qui était une fonction d'équilibre? Faut-il, dans ce Conseil de sécurité, amener les pays africains, des pays asiatiques? Pourquoi pas le Japon et l'Allemagne, même s'ils ont été vaincus? Autant de questions, je les cite comme ça, mais autant de questions sont posées sur la réforme des Nations Unies. Mais je ne suis pas sûr d'un bon résultat pour l'heure. Ce qui veut dire que nous allons vivre pendant longtemps encore des périodes où la puissance étatique dominera les relations entre le monde. Et au niveau géopolitique, la Chine, l'URSS, qui sont en concurrence parfois, les BRICS, les États-Unis, la France, chercheront toujours à dominer le monde. Et l'Afrique, elle est où? Réfléchissons sur tout cela. Alors, professeur Alioune Badara Fall, vous avez formé plusieurs générations de juristes aujourd'hui, de chercheurs. Que souhaiteriez-vous leur transmettre aujourd'hui comme message face aux défis actuels? Aux Africains, étudiants africains, qu'ils aiment leur pays et qu'ils sachent qu'ils ont des hommes valeureux et qu'eux-mêmes sont une force pour leur pays. Mais pour cela, il faut de la rigueur, il faut de l'honnêteté, il faut du travail. Et nous pouvons le faire. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont, je parle surtout pour le Sénégal, qui a énormément de potentialité et qu'il faudrait aller au-delà des disputes qui ne servent à rien pour travailler ensemble parce que nous avons les moyens, comme je l'ai dit, économiques, des moyens humains et de l'intelligence qui nous permettent d'aller plus loin. Alors, je vous dirai une chose. Je suis tout à fait favorable à l'unité africaine, à tout ce qu'on dit sur... Mais si seulement cette unité africaine ne se fait pas, comme vous l'avez vu, on va dans tous les sens. Le Sénégal peut aller tout seul, je ne le cache pas, et peut-être dans 10 ans, il pourra montrer le chemin aux autres. Nous en avons les moyens, nous avons les potentialités pour le faire. Et qu'en est-il de la recherche? Quelle place pour la recherche? La recherche doit être fondamentale. La recherche, pour résumer, doit être privilégiée par rapport aux dépenses en matière militaire, par exemple. Même si c'est très important, les dépenses en matière militaire, parce que la défense est aussi fondamentale que l'éducation, la santé et la recherche. Mais la recherche ne doit pas être en queue de peloton. Et je pense que nos universités doivent être dotées de suffisamment de laboratoires, de suffisamment de moyens pour permettre à ces étudiants-là de faire une très bonne recherche, comme on l'a fait en Occident ou ailleurs. Alors, justement, un mot pour nous donner votre vision du droit. Laquelle? En un mot. Le droit peut être un instrument dangereux, mais il peut être aussi un instrument qui permet à un pays de se développer. Tout dépend des acteurs qui l'utilisent. Et dans cette utilisation-là, il faut de l'éthique et un esprit animé par l'intérêt général. Oui, quelle perspective pour l'Afrique? Quelle perspective pour l'Afrique dans la redéfinition de l'ordre mondial? Mais je suis optimiste avec tout ce que je viens de dire. Je suis très optimiste parce que je pense que si on réfléchit sur le fait que nous sommes maintenant dans une rupture qui n'est plus la nôtre, comme les deux précédentes dont j'ai parlé, mais qui est mondiale, eh bien, cela devra nous amener à ne point aller ni vers la Russie, ni vers l'Occident, mais à réfléchir sur nous-mêmes. Et je pense que nous avons cette possibilité-là. Mais il faut que les mentalités changent. Que les mentalités, c'est pas facile de changer les mentalités. Mais encore une fois, qu'on réfléchisse sur nos potentialités, sur nous-mêmes, en sachant que nous pouvons jouer un rôle très important. Les droits de l'homme, très bien, mais développons-nous. Parce que si on n'est pas développé, on ne nous respectera pas. Si on n'est pas développé, on ne pourra pas taper sur la table. Les droits de l'homme n'existent pas tant que nous ne sommes pas économiquement puissants. Et nous avons les moyens d'être puissants. Je ne vous raconte pas d'histoire en vous disant que l'Afrique regorge de ressources énergétiques, minières. Mais c'est cela dont le monde a besoin. Mais essayons de savoir comment les exploiter. Et utilisons notre intelligence et notre force
unissons-nous et nous y arriverons. C'est pourquoi je suis optimiste. Oui. Malgré tout le tableau noir, entre guillemets, que je viens de vous dire, je suis optimiste. Au centre, justement, de l'université, il y a été, je vous parlais de Kéba Mbaye Feu, qui enseignait l'éthique, point. Et vous, aujourd'hui, oui, vous nous envoyez à l'éthique comme centre de réflexion. Merci, professeur Alioune Badara Fall. Merci. L'éthique et l'action. Et l'action. L'éthique, l'action, la croyance en nous-mêmes. Merci beaucoup, professeur Alioune Badara Fall. Ça a été un énorme plaisir pour rappeler que vous êtes professeur des universités agrégées de droit public, oui, membre du conseil de laboratoire du LAM, les Afriques, oui, dans le monde. Ça a été un plaisir, encore une fois, un professeur associé à l'Institut catholique de Vendée. Terminé pour dire que vous avez été un ancien directeur du CETRAC. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Vous gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Vous y restez cette fois-ci dans le cadre de Dianobi avec El Hadj Malick Ndiaye et son invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé